permettre juste une petite forme d'intervention pour dire, nous on est comme ça à vous écouter d'une manière, j'allais dire, consensualiste, mais beaucoup de ce qui a été dit maintenant et précédemment pourrait justifier de la polémique. On est d'accord? C'est-à-dire, la force de vos propos, c'est que c'est des propos très ouvragés, très travaillés, argumentés d'une manière forte, mais qui sont quand même représentatifs d'une certaine conception qu'on se fait de la liberté, de la démocratie. La vraie question que vous devez vous poser comme jeune, et futur responsable aussi dans la cité, même si vous l'êtes déjà en partie, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas vos positions, qui sont antagonistes. Et ce n'est pas parce qu'ils ont des positions qui sont opposées au vote qu'elles ne sont pas aussi justifiées, puisque quand vous écoutez leurs positions, elles sont aussi argumentées, elles ont un système de valeurs qui est très recevable. Et donc maintenant, ce que vous devez prendre en compte, je crois que le débat éthique est un débat très politique, d'une certaine façon, ça a été très très bien dit dans vos propos, c'est comment on est porteur de valeurs, qui sont les valeurs de la démocratie, comment ces valeurs aujourd'hui sont hautement contestées, comment nous sommes vulnérables en tant que démocratie, c'est ça le combat à mener. C'est-à-dire on ne peut pas uniquement se contenter de constater, d'être dans l'argumentatif, il faudra ensuite à un moment donné même résister par rapport à certaines doctrines, par rapport à certaines idéologies. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir être à la hauteur de vos résolutions. C'est-à-dire, tout à l'heure, ça m'a beaucoup frappé, quand Christina ouvrait sur l'homophobie aujourd'hui. Il n'y a pas que l'homophobie, c'est le refus de la différence, c'est le refus de tout ce qui identitairement nous provoque, nous questionne, c'est le refus de certaines situations de handicap, on le voit même en matière de génétique, c'est l'idée d'un triage, une certaine idéalisation de la norme, enfin toutes ces questions sont des questions importantes. Mais prenez en compte le fait que si on n'aborde pas ces questions avec courage et intelligence, c'est notre démocratie qui perd sa justification. Le combat de la bioéthique, c'est un combat, encore une fois, politique. Et donc, mon message, j'allais dire, qui est un message aussi d'un combattant, à travers tout ce qu'on fait, je pense que notre équipe et puis tous les réseaux qu'on a constitués, nous on vit dans les EHPAD, auprès des personnes en situation de vulnérabilité, en situation de handicap. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, à très juste titre, on a parlé de la notion de souffrance, et c'est vrai que lorsqu'on a organisé il y a quelques semaines à l'espace éthique avec GPA Anonyme cet après-midi, on avait le sentiment d'une souffrance existentielle qui appelait de notre part à la fois de la solidarité, de la compassion, mais aussi une certaine forme d'engagement politique. C'est-à-dire de dire être indifférent à cette cause, d'une certaine manière, est très équivalent d'être contemplatif en disant c'est vrai, ils ont raison. Maintenant, il faut mettre tout ce que vous dites en termes politiques, quel type d'engagement militant, d'un point de vue associatif, et quel type aussi de préparation, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à une certaine forme de résistance. Parce que le combat, vous allez voir dans les mois qui viennent, on le voit déjà au quotidien dans d'autres domaines que la bioéthique, est un combat pour la démocratie qui n'est pas gagné d'avance. Donc j'ai bien apprécié l'intelligence de vos propos, mais encore une fois, on serait dans une salle plus ouverte, d'une certaine façon, on aurait fait plus de promotion. Je suis même pas certain que vous auriez pu aller jusqu'au bout de votre raisonnement, quelle qu'en soit la qualité. Et puis un dernier point, et ça a été très très bien dit, nous on a beaucoup travaillé tout ce qui était post-mortem, c'est-à-dire dans la complexité des choses, et peut-être qu'un jour on pourra le reprendre, autrement que comme ça, sur des interventions de cette nature, on se pose aussi la question de l'obligation morale d'une femme vis-à-vis de son conjoint qui est mort, par exemple, à la suite d'une maladie. Est-ce qu'elle est vraiment libre de sa décision? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, vous avez vraiment posé des questions très très fortes, mais qui peuvent encore justifier bien des approfondissements. Le droit de l'enfant, par exemple, c'est une question à prendre en considération. Et on est face à des situations à la fois évidentes, parce que c'est la science qui nous l'impose, mais on est quand même assez démunis conceptuellement. Et je dirais que dans les années qui viennent, il faudra réinventer une certaine forme d'éthique par rapport à ces situations inédites. Et je termine pour dire, effectivement, quand on discute, rappelez-vous, on l'a fait, moi je les ai rencontrés, les gens qui ont fait l'insémination artificielle, qui ont fait l'assistance médicale à la procréation, n'étaient pas des crapuleux. C'était des médecins qui voulaient répondre à une situation médicale
qui ensuite est devenue une situation plus sociale que médicale, puisqu'on parle maintenant de stérilité sociale pour des couples de même sexe. Mais donc, au départ, c'était à une souffrance existentielle profonde. Ils ont apporté leur technique, et peut-être, quand on discute avec les créateurs des centres d'études et de conservation du sperme dans les années 70, des gens comme George David, ils ont transposé d'une manière assez rapide le modèle don sang, c'est-à-dire anonymat, gratuité, sur le don de gamètes, sans prendre en compte que la gamète est quand même très différente. Les gamètes, c'est pas la gamète, les gamètes sont très différentes au niveau, j'allais dire, ne serait-ce qu'anthropologique, de ce qu'est le sang, même si la vie se retrouve aussi dans le sang. Donc ils ont transposé ce modèle sans véritablement, et je termine sur ce point, voir les conséquences vis-à-vis de celui qui devait être le bénéficiaire. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'on voit, par une prise de position politique, les positions que vous soutenez aujourd'hui, ça devrait rendre très vigilants les scientifiques dans ce qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui. Et surtout quand ils mettent en œuvre des processus irréversibles. On le voit avec CRISPR-Cas9, les conséquences que ce sera pour les générations futures, si générations futures il y a. Donc considérez que votre engagement, votre militantisme, et là où je suis très impressionné, a une forme politique. Et qu'il va falloir demain que vous bataillez, je veux dire, pas uniquement d'ailleurs à mon avis intellectuellement, mais face à des positions qui remettent en cause ce que vous êtes dans ce que vous affirmez. Il y a vos droits à la liberté, le droit à une certaine forme de créativité. C'est un combat qui n'est pas un combat, j'allais dire, lointain. Voilà, parce que sans vouloir mettre du dramatique dans cette soirée, je pense que vous avez des positions fortes, des positions très justes, qui posent des valeurs importantes, et que demain, il faudra les défendre. Voilà, excusez-moi de cette petite aparté, mais je voulais dire à quel intérêt on vous écoute. Hein. C'est fabuleux.